Une vingtaine de petites îles bordent la France. Depuis les années 60, leur beauté sauvage attire de plus en plus de touristes et de résidents secondaires du continent. Au-delà de la contrainte des éléments, travailler et vivre sur ces territoires isolés demande une forte détermination. Alors, je ne suis pas sénane, je suis ilienne. Ilienne, ça veut dire que je vis en permanence à l'année sur l'île. Et j'y suis arrivée il y a 6 ans. Ça faisait longtemps que je voulais y venir, c'est pas facile de s'y installer. C'est pas facile de trouver un logement, d'éventuellement trouver un emploi. Donc j'ai mis du temps, j'ai mis 3 ans à réfléchir à comment je pouvais arriver pour vivre ici, parce que j'ai eu une rencontre assez forte avec le territoire. Ready? Or we can take without wheels. C'est une association qu'on a créée en 2014. Donc c'est une association qui gère un centre nautique. Moi, je suis salarié de l'association. Et donc on a fait depuis, ça va entamer notre 4e saison. Là, ça se passe très bien depuis le début. Ça a été un petit peu compliqué des fois par rapport à trouver les locaux et tout ça. Mais bon, ça s'est relativement bien passé quand même, malgré, enfin, dans le laps de temps assez court. On a réussi à avoir des locaux tout neufs là, pour cette année. Donc au bout de 4 ans, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Donc c'est vrai que quand on revient, quand on a 28-30 ans, revenir chez sa mère, c'est pas toujours... Puis c'était pas un constat d'échec, en fait. Moi, je suis revenu ici, c'était une décision quand même, mais c'est vrai que ça a été très compliqué de trouver un logement. Maintenant, ça va un petit peu mieux parce qu'il y a des logements HLM qui se sont créés, là. Donc ça va quand même libérer un peu d'espace. Alors là, on rentre sur le terrain, donc avec une activité de production de poulet de chair, donc avec plusieurs rotations parce que je suis en bio. Donc on est sur une exploitation avicole, en production principale en aviculture, volaille, donc poules pondeuses, des poulets de chair, environ 2000 par an, tout en label bio. Sur donc une parcelle de 12 hectares en bail fermier auprès du conservatoire du littoral. Et l'autre parcelle qui est en usufruit, qui appartient à mon père, et voilà, qui est la base avec laquelle je me suis installé au démarrage. Et parce que j'ai mis 3 ans avant d'acquérir ces terres en location. J'avais une volonté vraiment de m'installer à Bonifacio parce que j'avais un petit peu de terre familiale. Et parce que je me vois vivre qu'ici aussi, hein, donc voilà. Je suis venue faire une saison ici en serveuse. J'étais serveuse. Et grâce à cette saison, aux gens que j'ai rencontrés, j'ai trouvé un logement extrêmement vétuste et extrêmement cher pour ce que c'était. Mais c'était le seul. Il n'y a pas de location du tout ici, à l'année. Et voilà, j'ai trouvé ça. Et avec le temps, j'ai fini par trouver un logement qui était un peu plus vivable. Ici, on a peu d'espace, on a peu d'habitat. Et c'est vrai que la majorité des maisons sont des maisons secondaires. Je crois qu'on en est à 70% sur l'île de Sein. Et on a besoin de gens à l'année. Enfin, même moi, le fait que je travaille à l'année ici, que j'ai une activité économique, forcément, ça fait travailler les autres activités économiques de l'île de Sein. Et oui, on a besoin de gens qui s'installent.
En hiver, on remarque à peu près, je sais pas, moi j'ai 60% des maisons qui sont fermées. Donc toi, tu te demandes peut-être d'avoir une location ou quelque chose. On ne te propose que des tarifs à la semaine, ou alors tu peux passer juste l'hiver et en été, on te demande de partir. Enfin, quand tu as besoin de t'installer, tu as besoin d'un truc à l'année et pas être obligé de virer tes affaires tous les 3 mois, quoi. On est obligé d'avoir un logement pour habiter à un endroit, quoi. Donc c'est quand même dommage que des gens puissent pas mener à bien leur projet à cause d'un souci de logement, quoi. Enfin, on est en 2017 maintenant, d'avoir des problèmes à ce niveau-là là-dessus. Et puis surtout après, quand on voit des gens qui viennent 2 semaines en été et qui après louent leur maison plein pot à la semaine, c'est vrai que ça fout un peu les boules, quoi. Bonifacio, on a la capacité d'installer 90 jeunes agriculteurs. Il y a des terres agricoles à perte de vue, il y a des milliers d'hectares, mais ils sont à des gens qui ne veulent pas le vendre, qui ne veulent pas le louer, à des organismes, à des... Il n'y a rien qui avance, il n'y a pas de terrain qui se débloque, mais plein de jeunes pourraient s'installer, quoi. Mais on les dégoûte, on leur dit c'est pas la peine, t'as pas de terre, on t'en louera pas, on t'en vendra pas. Et puis les gens qui ont des terres agricoles au bord des zones urbanisables attendent qu'une chose, c'est que ça passe constructible pour vendre plus cher. Donc ils louent pas, donc ils vendent pas aux agriculteurs. Voilà. À Bonifacio, il y a un PLU sur lequel il y avait plus de 1000 hectares qui étaient en zone agricole. Donc quand je reçois les gens, j'explique toujours que ces zones agricoles ont vocation à rester agricoles. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et malgré ces 1000 hectares, les agriculteurs ont vraiment du mal à mobiliser du foncier. Un terrain agricole, on va dire de package, la match à simple, on doit être en dessous de l'euro à la vente en agricole. Un terrain constructible sur le plateau de Bonifacio, donc hors vue mer, etc., on est entre 60 et 80 euros le mètre carré. Et puis dès que vous attaquez les terrains vue mer ou des terrains carrément les pieds dans l'eau, là, il n'y a plus de prix. Les dernières ventes sur la commune de Bonifacio, sur des zones du côté de Calalongue, on a dépassé les 3 millions d'euros. Une personne qui a un bout de terrain qui est estimé à 60 000 euros étant donné qu'il est agricole, si il est bien avec la municipalité, que le maire veut bien lui accorder la constructibilité sur le terrain, il a la possibilité dans certains endroits, notamment voilà, sur les communes comme Koutitia, sur d'autres endroits très fréquentés du littoral, la possibilité de le revendre plus de 600 000 euros, entre 600 000 et 1 million d'euros. Oui, c'est vrai, il y a cette possibilité-là. Et après ? Une fois qu'il aura vendu sa terre, une fois qu'il aura dépensé tout son argent, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi à ses enfants? La question, elle est là. J'ai vendu ma terre. Maintenant, il y a un complexe hôtelier. Entre un terrain que vous allez vendre X ou un terrain que vous allez vendre X plus 30 ou 40%, le vendeur qui est corse, souvent préfère vendre au plus offrant. Donc le danger, il est là. C'est qu'à un moment donné, on n'est plus que des maisons qui sont occupées de mois de l'année. Mais là, le problème, c'est que juridiquement, on est complètement démunis. Le droit de l'urbanisme en France, c'est le droit de l'occupation du sol, ce qui se traduit concrètement par le fait de savoir si vous allez ou pas avoir un permis de construire. Ça, c'est ce que le particulier voit du droit de l'urbanisme. Pour nous, pour les collectivités locales, le droit de l'urbanisme, c'est déjà une première chose, c'est de faire ce qu'on appelle les documents d'urbanisme. Essentiellement, faire ce qu'on appelle des schémas de cohérence territoriale, qui sont des super documents d'urbanisme à échelle de plusieurs dizaines de communes. Et ensuite, localement, au niveau des communes, faire ce qu'on appelle les PLU, ou les plans locaux d'urbanisme, qui depuis 15 ans maintenant remplacent les vieux plans d'occupation des sols, qu'on appelait les POS avant. Les îles, elles n'obéissent pas à un régime juridique spécifique. On pourrait s'attendre à ce que l'île, qui est un territoire particulier, ait des règles particulières, c'est pas vraiment le cas. Les îles, elles sont assujetties à la même loi que toutes les communes littorales, qu'on soit en Bretagne,
en Corse, en Aquitaine ou dans les départements de la Manche. C'est la loi du 3 janvier 86, dite loi littorale, la loi relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur du littoral. Alors c'est une loi, pour faire simple, qui en gros a pour objectif de décourager l'urbanisation en bord de mer. Pourquoi décourager l'urbanisation ? Parce qu'on considère depuis les années 70 que le littoral est rare, qu'il est fragile et que par conséquent il ne faut pas le saturer. Et que dans la mesure du possible, il faut faire en sorte que l'urbanisation soit située plutôt en arrière du littoral que sur le front de mer. Ça, c'est la logique d'ensemble, on va dire, qui est mise en place par la loi littorale. La difficulté, c'est que sur une île, on est sur un territoire qui est fermé. Par conséquent, la loi littorale, elle cerne tout le territoire et il n'y a pas de recul possible. Donc, sur un territoire comme une île, on applique la loi de la même façon que toutes les communes de France, mais de manière exacerbée, naturellement. Sous la loi littorale, certains territoires vont avoir des schémas d'aménagement particuliers. C'est le cas, par exemple, de la Corse, qui a un schéma d'aménagement qu'on appelle le PADUC. Ce sont des schémas qui ont pour but, pour ce qui est du littoral, d'apporter une déclinaison locale. Déclinaison qui va dire, par exemple, que lorsque la loi littorale dit qu'il faut préserver l'espace remarquable, le schéma d'aménagement de la Corse, lui, va décliner localement ce qu'est l'espace remarquable en question. Donc ça c'est la carte du Paduc. Donc sur la commune de Bonifacio, qui commence quelque part par là. Donc tout ce que vous avez là, soit en bleu, soit en jaune, plus le bord de mer là, voilà, c'est inconstructible. Là pareil, c'est une zone annulée, donc là c'est inconstructible. La seule partie où on va garder la constructibilité en bord de mer, c'est la partie qui est là, où la commune, sur le terrain communal, veut faire un port à sec. Voilà, c'est un projet communal. Donc les parties constructibles sur la commune sont pas énormes, sur une commune de 12 000 hectares. À Bonifacio, on a plus de 50% de résidences qui sont des résidences secondaires. Ça pose un problème. Moi, politiquement, je suis tout à fait opposé à non pas à la résidence secondaire, mais à ce qu'on dépasse des quotas énormes. Je suis plutôt pour l'hôtellerie. L'hôtellerie génère des emplois, alors que la résidence secondaire, beaucoup moins. Par contre, la loi interdit de faire un distinguo entre résidence secondaire et résidence principale. Donc ça, on a beau m'expliquer qu'on pourrait, etc., excepté sur des aménagements d'ensemble où là on peut dire à un promoteur sur 100 appartements vous en faites 15 ou 20% ou 50%, enfin c'est pas le souci en logements sociaux. Sur le reste, sur des terrains privés, sur des petites parcelles, on ne peut pas dire non, votre permis ce soit ou principal ou rien du tout. C'est complètement illégal. Pour l'instant, on est complètement démunis. Les îles du Ponant regroupent 13 îles, toutes situées au large de la Manche et de l'Atlantique. En 2016, Louis Brigand, enseignant-chercheur en géographie, et la doctorante Laura Coursi ont conçu un magazine mensuel sur les îles du Ponant. Initiative et développement sur les îles, IDEIL, est une émission scientifique coproduite par la chaîne locale bretonne TBO. Les chercheurs analysent l'installation et le développement d'activités économiques sur ces îles. La problématique du foncier est récurrente, elle est au croisement de toutes les autres. Il y a une pression foncière importante sur Belle-Île ? De plus en plus, je trouve. Une pression sur des terres agricoles ? Voilà, sur les terres agricoles. Et pas forcément pour un projet agricole. Moi, je sais que sur la commune, à l'automne, s'est vendue une propriété qui avait été installée. Enfin, des gens se sont installés il y a 18 ans par la SAFER, ont acheté de la terre agricole à 40 000 €. On construit donc leur maison d'habitation, on fait un petit peu d'élevage de moutons. Et au bout de 15 ans, ce qu'ils avaient acquis, 40 000 €, c'est parti à 850 000 € pour des résidences secondaires. Donc ça, c'est quelque chose qui, c'est parlant, quoi. Je pense que du coup, ça a permis d'avancer et de se dire, là, qu'est-ce qu'on fait là ? Parce qu'il est temps peut-être un petit peu d'ouvrir les yeux.
les territoires insulaires subissent de plein fouet les lois du marché de l'immobilier. Si le taux de résidence secondaire ne s'élève qu'à 13% en Bretagne continentale, sur les îles du Ponant, les chiffres sont bien plus élevés. La question de la résidence secondaire est une question majeure ici, parce qu'on arrive à des taux extrêmement importants, certaines îles jusqu'à 75-80%. C'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'en plein hiver, finalement, les maisons elles sont vides. Mais alors en plein été, c'est plein. C'est la loi du marché, donc le marché fait qu'aujourd'hui, il y a des îles où il est complètement inimaginable pour un jeune îlien de faire un jour une acquisition de maison. Et c'est pas un phénomène récent, ça a démarré dans les années 60 et ça continue incontestablement. Donc là, c'est une préoccupation que beaucoup dénoncent, mais on n'a pas beaucoup de moyens pour enrayer cela. Il y a pas sur le plan légal, il n'y a pas de solution. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les résidences secondaires, ils permettent aussi le développement d'une certaine forme d'économie sur les îles. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un capital économique supérieur, généralement, qui peuvent venir, qui dépensent de l'argent, qui font fonctionner les épiceries, qui font fonctionner les restaurants, qui font fonctionner les magasins quand ils viennent, qui font appel aux artisans, etc. C'est aussi une source de développement économique très importante pour les îles aujourd'hui. Finalement, la plupart des résidences secondaires ont des niveaux de vie supérieurs, très largement supérieurs à ceux des insulaires. Et donc, c'est aussi un peu... On a des exemples d'îles aujourd'hui où il y a des épiceries fines, où il n'y a pas un seul insulaire qui va y aller. C'est uniquement la population de résidences secondaires, puisqu'on ne vit pas sur les mêmes standards et les mêmes niveaux économiques. Je pense même qu'on en arrive dans certains cas, des formes, il ne faut pas dire de ségrégation, mais enfin on arrive à des formes comme de mise à l'écart. On construit des lotissements finalement pour les gens des îles, et puis il y a des maisons qui elles, sont dans le champ des résidences secondaires, mais inaccessibles, comme on l'a dit, pour des gens des îles. Mais il y a aussi des résidences secondaires qui relèvent de la spéculation foncière, incontestablement, puisqu'on arrive, comme je vous le disais, à des coûts véritablement exorbitants. En Méditerranée, Bonifacio, 3000 habitants, reçoit plus d'1,5 million de visiteurs par an. La beauté des lieux attire toutes les convoitises. La terre devient rare et chère. Certains endroits sont déjà inabordables pour les résidents, d'autres le deviennent. Bonifacio, c'est le petit Saint-Tropez, tous les gens riches veulent avoir leur villa secondaire à Bonifacio. Donc ça fait grimper le prix des terres, ça fait grimper le prix de l'immobilier. Moi j'avais la chance d'avoir une petite villa familiale que mon père me prête, j'habite là. Mais pour beaucoup c'est compliqué, pour des jeunes bonifaciens, ils ne peuvent pas construire à Bonifacio. Les prix des terrains sont trop chers et si leurs familles ont des terrains, des fois c'est compliqué aussi d'avoir le permis ou d'avoir même les prêts parce que tout est très cher. En Corse, alors que le taux de pauvreté par habitant est l'un des plus forts de France, les prix s'envolent, notamment dans le sud. D'un côté, on a une augmentation de la population aux alentours de 10%. Et à côté, une augmentation du nombre de constructions neuves qui est de plus de 100%.
Donc en sachant qu'en Corse, il y a une grande quantité d'habitations qui sont vides, oui, on se demande réellement pour qui déjà, premièrement, et deuxièmement, pourquoi? Pour quelles raisons? Si ce n'est pour des résidences secondaires, comme on peut le voir sur un certain nombre de panneaux d'affichage où l'on voit « Investissez grâce à la loi Pinel, payez moins d'impôts et achetez une résidence secondaire ». De jour en jour, je vois des espèces de verrues qui poussent dans des endroits magnifiques. Lorsque je vois des personnes de ma génération qui ont des difficultés à se loger parce que tout est bétonné, principalement pour les résidences secondaires. Lorsque je vois que notre littoral est en partie privatisé de manière totalement illégale, lorsque je vois que notre terre, de manière concrète, est en danger, oui, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, c'est mon devoir que d'agir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Alors, la règle de notre fonctionnement, c'est nous, on s'intéresse au collectif. Il faut savoir qu'il y a 7000 permis qui sont délivrés chaque année en Corse et qu'on ne peut pas être derrière chacun des 7000. Donc, la règle, c'est PLU, parce que là, on considère qu'on travaille pour l'intérêt collectif. Et là, déjà qu'on n'arrive pas à tous les suivre, là, on y va. L'association agréée de défense de l'environnement Ulewante fait en Corse office de contre-pouvoir face à l'avidité des promoteurs immobiliers. Ses membres étudient et font annuler devant les tribunaux des PLU, des permis de construire. Ils réclament systématiquement la destruction et la remise en état du site pour les constructions illégales. Sous des dehors assez je dirais, sympathiques, on a quand même un personnel politique qui, en grande part, je dirais, assume un type de développement, c'est-à-dire celui qu'on a vu, un développement touristique, y compris dans des espaces qui doivent être à protéger. Voilà. Donc, on a encore du boulot. Et pour résumer, on n'a pas peur d'être les cibles s'il le faut, à une condition. Il y en a une, c'est que derrière, et nos élus et nos députés nous disent vraiment s'ils sont avec ou contre nous, sachant qu'on demande l'application de la loi. Il y a des élus qui sont en place, ce sont eux qui ont pris la responsabilité de se présenter à des élections, qui ont voulu avoir des responsabilités, qui se doivent de dire non à un certain nombre de choses. Si il y a des terrains qui ne doivent pas être constructibles parce qu'il n'y a pas le besoin qu'ils soient constructibles, ils doivent dire non, et puis c'est tout. Et puis l'argent ne doit pas être le motif principal. Alors moi je vais vous dire clairement les choses. Des pressions de gens qui achèteraient un terrain très cher pour faire une superbe maison, etc. Ça je ne les ai pas de pression parce que ce n'est pas des gens qu'on connaît. C'est des gens qui viennent, bon, vous avez un promoteur, vous avez un architecte de renom qui vient, qui déroule, etc. Mais c'est des gens que vous ne fréquentez pas. Donc finalement, à un moment donné, c'est oui, c'est non. Je n'ai pas plus de pression que ça. Donc la vraie pression que j'ai, moi, elle est sur des gens que vous fréquentez, des gens qui n'ont pas le moyen d'acheter de terrain, qui auront juste le moyen de faire une petite maison. Et quand vous leur dites non, là oui, là ça change la donne. Moi, la seule pression que j'ai, elle est là. En pratiquement 10 ans de Juva à l'urbanisme, j'ai jamais eu de pression ce qu'on appelle la pression mafieuse, etc. Non, vous avez des promoteurs qui viennent, qui vous présentent des plans, qui vous présentent des choses. Il y a des projets qui ont abouti, des projets qui n'ont pas abouti. Voilà, il y a une chose que les gens comprennent maintenant, c'est qu'il y a le droit. Donc si vous avez un PLU, vous êtes déjà protégé parce que les choses, c'est constructible ou inconstructible. Mais même dans les zones constructibles, dans des lotissements de luxe, j'ai refusé des permis ou fait modifier grandement les projets. Quand je dis j'ai, c'est toujours la commune à travers le maire et moi-même. Il n'y a rien de personnel, on en discute sur des grands projets, on en discute de façon ouverte. On voit que depuis en gros une vingtaine d'années, sur l'ensemble des communes de France, et depuis 30 ans, c'était un peu avant pour le littoral, tous les textes, loi littoral, la loi Allure, la loi SRU, la loi Grenelle 2, pour ce qui est de l'urbanisme, elles ont un objectif commun qui est de faire en sorte de maîtriser la consommation d'espace, de faire en sorte que la production de logements consomme le moins possible d'espace agricole et d'espace naturel. Autrement dit, de densifier les villes, pour faire simple. Donc naturellement, quand on dit à un document d'urbanisme, vous allez faire autant avec moins de foncier,
ça entraîne une contraction de l'espace constructible. Et probablement, bien que ce soit peut-être pas le seul facteur, la raréfaction de l'espace fait que, naturellement, il va y avoir des conséquences sur le prix. Malgré toutes les différentes strates de protection environnementale, la tentation est fréquente de construire sur des sites remarquables des habitations de luxe à grande échelle. Alors ici, on se trouve sur la commune de Kotitia. Il y a un ancien pénitencier. Donc ici, nous nous trouvons sur un ancien barrage du 19e siècle. C'est un endroit magnifique qui est classé en SNIEF de type 1, donc la plus élevée au niveau de la protection, qui est en grande partie classé en espace boisé classé, qui est également en grande partie en espace remarquable, qui sont toutes les couches de protection les plus élevées que l'on puisse retrouver au niveau des cartographies. Et en effet, nous avons dénoncé un projet dont nous avons eu vent sur toute la vallée jusqu'à la plage de Maresol, où il y aurait une volonté de construire un énorme complexe avec notamment un golf, une quarantaine de villas, des hôtels, un village artificiel, etc. La volonté de quelques-uns donc, est là de vouloir ravager tout un pan d'un espace protégé en Corse où des familles viennent de manière régulière se promener, viennent visiter. Ce sont des endroits merveilleux. Voilà, il y a une poignée de personnes soutenues bien entendu par des personnes qui ont des responsabilités politiques qui ont la volonté de tout détruire dans le seul but de faire de l'argent en grosse quantité, tout simplement. Les indépendantistes ont toujours fait de la défense de la terre une de leurs prérogatives. Ils mènent des actions pour éveiller l'intérêt médiatique et toucher la population. Ici, un meeting contre la spéculation foncière du groupe Corsica Libera se tient volontairement en toute illégalité sur le terrain privé Ibalazzi, en Balagne. L'historique de ce terrain, vous le connaissez tous. Vous voyez autour de vous les maisons d'habitation, notamment les résidences en dessous, ont été construites sur le terrain qui a été acheté à l'époque, à peu de frais. Je vous laisse imaginer la culbute qu'a pu faire le Belge, qui a acheté en 63 et qui a revendu ensuite, alors que les PLU n'existaient pas, le PADUC n'existait pas et peut-être même pas le POS. Vous étiez, notamment dans cette zone en dessous, sur une terre qui a une vocation agricole et en plus inondable. Et pourtant, vous voyez qu'il y a des habitations presque toutes fermées parce qu'elles sont pratiquement toutes résidentielles et secondaires, en fait. Quelle solution on a face à un problème que tout le monde reconnaît? Le prix du foncier en Corse est prohibitif pour des jeunes couples, pour des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, même des moins jeunes. Comment on fait? Est-ce que la SAFER peut bloquer? Est-ce que le PADUC peut bloquer? Est-ce que le PLU peut bloquer? Faire un petit peu le tour de tous ces outils qui existent et voir que, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est ce constat-là qu'on veut mettre en avant. Et que finalement, ce qui pourrait fonctionner, ce qui devrait fonctionner, à condition de l'appliquer, à condition de respecter le vote de ce que nous on appelle un peuple et qui devrait être rapidement, le plus rapidement possible, souverain, c'est le statut de résident qui permettrait de limiter à un certain nombre d'individus la possibilité d'acheter ces terrains. Qu'allons-nous faire
Nous sommes tous sur le même bateau. Notre responsabilité, c'est surtout de fixer des règles, des garde-fous qui permettent que les Corses ne puissent plus vendre dans n'importe quelles conditions et que par voie de conséquence, des acquéreurs étrangers ne puissent pas venir acheter dans n'importe quelles conditions et ainsi faire s'envoler les prix. Il ne s'agit pas d'appauvrir les Corses, au contraire, il s'agit de rendre sa vraie vocation à la terre, sa vraie valeur, et de lui redonner une valeur de production, une valeur productive qui permette aujourd'hui d'envisager un développement endogène de la Corse. Voilà un peu l'idée du statut de résident, c'est de fixer un cadre qui permette aux générations futures de pouvoir continuer à vivre sur cette terre et à profiter des fruits de celle-ci. Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité insulaire de ce jeudi 24 avril, le débat sur le statut de résident à l'Assemblée de Corse, présenté comme l'un des plus importants de la mandature. Sylvia Coaviva, bonjour. Vous suivez ce débat pour nous. Ce projet de En 2014, Paul Giacobbi, élu du Parti radical de gauche, porte en tant que président de l'exécutif de Corse l'idée d'un statut de résident, longtemps demandé par les nationalistes. Il s'agit très clairement de freiner la spéculation immobilière, de faire baisser les prix et de permettre enfin à une majorité d'insulaires de devenir propriétaires. Le dispositif phare de ce rapport, c'est bien entendu le statut de résident. 5 ans de présence sur l'île pour accéder à la propriété. Or, aujourd'hui, ni les lois françaises, ni la réglementation européenne ne permettent, n'autorisent un tel dispositif. Le fait de mettre en place une réglementation qui aboutissent à dire qu'il faut plusieurs années de résidence avant de pouvoir accéder au foncier, casse toute velléité de spéculation. Eh bien, la question qui se pose, c'est celle du maintien du lien entre les Corses et leurs terres. Ça, c'est le premier problème. Et poser cette question-là et tenter d'y répondre n'a rien d'illégitime, n'a rien d'anormal, y compris au plan juridique et y compris dans l'ordre constitutionnel français. La majorité se fait à 29 sur 51. Le statut de résident, c'est un moyen, parmi d'autres, mais un moyen important, peut-être même, à notre avis, indispensable, eh bien, pour faire que la Corse ne soit pas livrée à la spéculation et pour garantir aussi, dans une logique d'équité et d'égalité réelle, que tous les citoyens, et notamment les Corses, et notamment les Corses qui ont peu de moyens, puissent accéder à la propriété dans un contexte où la spéculation fait que cette propriété est souvent réservée aux plus riches. Donc l'idée, elle est simple. Nous sommes confrontés en Corse à un phénomène de dépossession foncière qui est particulièrement prégnant. Nous nous sommes inspirés d'exemples qui existaient ailleurs en Europe, mais aussi ailleurs dans le cadre du droit positif français, notamment en Nouvelle-Calédonie, pour bâtir un dispositif juridique de protection de la terre corse. Bernard Cazeneuve était attendu au propre comme au figuré, dans les jardins de la préfecture et surtout sur l'évolution institutionnelle de l'île. Alors que les discussions avec le gouvernement marquent le pas, le ministre de l'Intérieur donne quasiment un coup d'arrêt. Vouloir restreindre l'accès à la propriété à ceux qui habiteraient l'île depuis 5 ans, voire 10 années, il s'agit, à mon sens, et c'est mon analyse, d'une illusion, car la règle européenne ne permet pas d'aller au bout de cette idée. Aujourd'hui, c'est le préfet de Corse qui enfonce le clou. Dans sa lettre, le préfet, après avoir jugé floue la notion d'appartenance au peuple corse, estime que ce statut de résident bafoue les droits fondamentaux de libre circulation des capitaux et des personnes et juge que les élus corses devraient explorer les solutions existantes. Il faut rappeler que le statut de résident n'a rien à voir avec la nationalité, par exemple, et que dans tous les domaines, il y a des statuts de résident. Par exemple en matière fiscale, en matière d'accès à un certain nombre de prestations, et que donc cette discrimination n'est pas choquante en elle-même, et qu'elle n'est pas plus par principe interdite ni par le droit français, ni par le droit européen. On se rend compte en regardant les choses de plus près que ce type de statut existe en Europe. Il existe particulièrement dans des États qui ont négocié ce statut au moment de leur adhésion. Je pense à Malte, ça a été le cas également au Danemark, mais également dans des communes ou régions européennes. Et il est vrai aussi
que si l'intelligentsia parisienne, si un certain nombre de cercles dirigeants à Paris sont très hostiles au statut de résident pour des questions quasiment de dogme républicain, lorsque vous discutez avec des gens en France, dans des régions qui sont touchées par la spéculation, notamment des zones littorales, ils comprennent parfaitement ce que nous disons, ils comprennent parfaitement ce que nous proposons, et parfois ils sont même très intéressés par ce que nous disons. On peut l'appeler statut de résident, on peut l'appeler autrement, parce que le problème ne se pose pas qu'en Corse, hein, on les a dans toutes les régions touristiques. Moi, je connais très bien des gens qui habitent du côté de Morzine, à Voria, les enfants ne peuvent pas se loger parce que là, c'est des Anglais qui ont acheté, aller dans le Périgord, c'est la même chose. Donc ça pose problème, donc il faut bien trouver un moyen de favoriser la résidence principale. Pour l'instant, juridiquement, elle n'existe pas. On suit de très près ce qui se passe en Corse, parce que les situations sont assez proches. On regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays. Je crois que oui, c'est en Suisse, sur certaines communes, ils ont imposé un quota, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi imaginer des choses comme ça. Mais simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la loi qui peut faire peut-être modifier les choses. Tant que la loi, c'est celle du marché, c'est très difficile de lutter contre cela. Alors maintenant, il y a aussi certaines personnes qui vendent des maisons et qui, j'en connais, qui ont baissé le prix de vente parce qu'ils vendaient à des Iliens. Il y a peut-être une conscience des Iliens qui se développe. Enfin, parfois, j'entends des gens qui ont un bien et qui souhaitent le vendre soit à des gens de l'île, soit des gens qui vont habiter sur l'île. Donc cette angoisse qui est très forte, peut-être qu'elle se traduit par une régulation un peu spontanée, de se dire on va vendre le logement plutôt à une famille qui souhaite vivre à l'année. Donc c'est une forme d'autorégulation qui passe pas par un côté légal, tout ça, mais après c'est parfois aussi accepter de vendre moins cher, etc. Enfin, c'est un engagement personnel fort. À la bourre, mais ça y est, on est si proche. On a d'abord, comme beaucoup d'insulaires, cherché difficilement une location à l'année. C'est pas toujours très très simple. Et puis après quelques années, on a essayé de trouver une maison à nous pour nous installer. Et nous avons eu beaucoup de chance. La chance de rencontrer des propriétaires qui essayaient de vendre leur maison, avec lesquels on a sympathisé et qui ont fait preuve de beaucoup de générosité, qui souhaitaient vraiment que leur maison puisse être habitée à l'année et qui ont fait un geste pour qu'on puisse accéder à la propriété, un geste financier. Et si on est toujours ici et toujours sur Belle-Île, c'est aussi parce qu'on a pu s'installer et ces gens avec qui on est restés amis, y ont beaucoup contribué. Et on se dit, est-ce que nous, on serait capable, dans cette situation, de faire preuve d'autant de générosité et de choisir de vendre un bien à un résident principal et de ne pas faire un choix purement financier en faveur d'un résident secondaire. Que l'on soit visiteur d'un jour, que l'on soit visiteur occasionnel pendant 15 jours ou un mois, qu'on soit résident secondaire, qu'on y habite en permanence, qu'on y habite 6 mois de l'année. Je crois que le rapport à l'île fait que on est dans des territoires qui sont particuliers, spécifiques, et donc il y a un intérêt pour le territoire. Et du coup, je crois qu'il y a aussi une sorte de respect que chacun de ces personnes que je viens de vous citer a par rapport à l'île. Et donc du coup, je pense que ça peut permettre de tamponner les choses. On voit par exemple des gens qui peuvent prêter leur maison, on voit il y a des formes de solidarité qui vont exister dans l'île, mais qui n'existeront pas sur le continent.
Il y a quand même pas mal de particuliers qui ont quand même une volonté d'aider les jeunes porteurs de projets agricoles à voir le jour, et ils prêtent. Ils font pas de location ni de vente, mais ils prêtent quand même assez facilement. On n'est pas non plus chacun dans notre côté. Voilà, faut pas voir que le négatif. Il y a quand même quelques personnes, et je les remercie d'ailleurs pour certaines qui m'ont aidé à l'avoir fait. Mais je pense qu'il y a une fierté quand même, et j'espère encore, de certaines personnes à essayer de vendre à des jeunes du coin, jeunes ou moins jeunes, mais au moins que ça reste, que ça nous reste dans nos mains, qu'on n'arrive pas dans 20-30 ans à se dire putain, c'est plus à nous, on est là à vivre dans des cabanes, et eux ils ont des belles villas dans les plus beaux terrains, dans les plus beaux coins de Bonifacio ou de la Corse. Ça ferait, je pense, ça nous ferait bien bisquer. Donc je pense que certaines personnes ont la fierté de vendre à des amis ou à des Corses, des jeunes du coin. Plus de 3 ans après sa délibération, le statut de résident n'a connu aucune application concrète. Pire, l'annonce de ce statut a des effets pervers, puisque pour anticiper cette mesure, des investisseurs intensifient leur action et leur pression, créant ainsi un renchérissement de la spéculation. L'idée, c'est de faire reculer, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, la spéculation, et permettre à toutes celles et tous ceux qui vivent dans ce pays d'accéder à la propriété, et notamment à la propriété de leur logement, ce qui est un droit fondamental. Mais pas que de leur logement, parce qu'il y a aussi l'accès au foncier non bâti, et par exemple au foncier agricole. Lorsqu'on organise la protection des terres agricoles, on fait reculer la spéculation. Lorsque, comme nous le faisons, nous renforçons le soutien financier, par exemple aux communes qui construisent des lotissements communaux qui sont réservés aux jeunes du village qui sont déjà résidents de la commune, c'est une façon de faire une sorte de statut de résident par le bas qui peut être efficace si on multiplie les opérations. Ce sont des instruments qu'il nous faut créer, utiliser et qui viennent en complément de notre combat pour le statut de résident. Les communes avec qui je travaille, on a essayé de mettre en place des mécanismes qu'on appelle des mécanismes antispéculatifs. La logique est assez simple, en tout cas sur le plan des principes. Cela consiste pour la commune à acheter du terrain. Alors, par le biais d'une vente de gré à gré, comme n'importe quel acquéreur pourrait le faire, par le biais de ce qu'on appelle l'expropriation, par le biais de la préemption, et une fois les terrains devenus propriété communale, à y faire une opération de lotissement, par exemple. L'idée étant la suivante, le droit français permet d'établir des formes de discrimination. Et notamment, ce que le droit français permet, c'est qu'il permet à une collectivité publique qui a acheté un terrain de revendre ce terrain en dessous du prix du marché. Autrement dit, à un niveau de prix qui va être accessible aux populations locales. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que pour faire en sorte que celui qui va acheter le terrain ne soit pas le résident secondaire dont on sait qu'il ne l'utilisera que quelques jours par an, eh bien, le conseil municipal peut instaurer par une délibération des critères de priorité. De dire par exemple que les jeunes ménages avec enfants seront prioritaires, que seront aussi prioritaires les gens qui travaillent sur la commune, que seront également prioritaires les gens qui ont davantage d'enfants que les autres peut-être, de manière à ce que les services publics, et je pense aux écoles, fonctionnent davantage. L'idée, c'est que chaque acquéreur ou chaque candidat à l'acquisition se voit affecter un nombre de points. Et naturellement, celui qui a le plus de points, eh bien, sera prioritaire pour l'acquisition. Le sentiment de corsitude, c'était un sentiment d'appartenance à une histoire, à une terre, à une culture, et en même temps avec une dimension d'ouverture sur le monde extérieur. Et comme toutes les identités, je pense que c'est une identité qui est à la fois plurielle, complexe, commune à toutes celles et tous ceux qui sont ou qui se sentent corses. C'est vrai que c'est un rapport
d'abord extrêmement intime, extrêmement fort, extrêmement puissant, un rapport quasi charnel que chaque Corse ressent, qu'il réussisse à l'exprimer ou qu'il ne le réussisse pas. Et c'est quelque chose aussi qui transcende les générations, les engagements politiques. Je crois que chaque Corse a avec la Corse cette relation qui est à la fois intime et collective et qui est constitutive de ce que nous sommes en tant que peuple. Et les Iliens, ils sont très attachés à leur territoire, et même s'ils sont plus propriétaires, ils y reviennent souvent. Il y a un attachement qui est très fort, quoi. Voilà. Et du coup, on n'est pas encore arrivé à ces extrémités d'avoir des îles qui n'ont plus aucun lien avec l'histoire, quoi. C'est une île où on vit une expérience assez particulière, dans une communauté qui est très restreinte. On est une centaine en hiver. Et on est loin du continent, donc on est à l'abri. C'est pas comme une île qui est à 10 minutes du continent où on peut y aller régulièrement. Là, il n'y a qu'une rotation par jour. Donc moi, je me sens plutôt à l'abri du monde ici. Moi, je sais que depuis que je suis là, j'ai toujours la même envie, j'ai toujours la même passion pour le territoire, pour les gens, machin. Enfin, il n'y a pas de... Moi, je fais 2-3 fois la même balade dans la journée. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est un bonheur ultime. Hein. Ici, c'est génial. Vivre ici, c'est top, quoi. Moi, quand je vous vois revenir des fois, tous les week-ends, des fois, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas toujours énormément de choses à faire, quand même. Enfin, ça se voit que vous êtes passionné par votre île, puis vous êtes une bonne petite bande de potes bien soudés. C'est vachement important. Tous les jeunes, Charline qui est là aussi... On est une petite bande quand même, on revient tous les week-ends, on a un attachement quand même assez important, ouais, notre île, la culture, tout ça. Ouais. Oui, ici c'est largement mieux, c'est plus joli en plus. Des fois il y a des nuages tout autour et puis il fait super beau. Une fois tu vois toute la côte dessinée rien qu'avec les nuages, là, toi t'es peinard au soleil. Ouais, t'es là. Et ils sont jaloux un peu sur le continent, non? Oh, on sait pas, on leur parle pas. À la fin des émissions, là, on fait toujours les 3 questions de la fin. Et plusieurs fois, en demandant comment vous imaginez l'île dans 20 ans, quel scénario négatif. Très, très régulièrement, c'est le scénario, il n'y a plus que des résidents secondaires, donc il n'y a plus de vie à l'année, donc il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de famille, donc on ferme l'île. Et on l'ouvre que pour l'été. Là, les années qui viennent sont vraiment cruciales. Parce que c'est le moment où il faut faire des choix importants, des choix politiques à plein de niveaux. Il faut choisir entre le village vacances ou une vie avec des résidents à l'année. Et en fait, si on fait rien, on va être un village vacances. Moi, ce qui m'embêterait le plus, en fait, c'est que ça devienne un luxe de venir sur l'île, quoi. Moi, je veux pas que ce soit que pour une certaine élite de personnes et tout. Moi, je veux que tout le monde puisse venir ici. Après, il faut de la volonté, il faut des jeunes qui reviennent. Pour moi, c'est vachement important de voir des jeunes ados qui reviennent à l'île comme ça. Enfin, pour moi, c'est hyper positif. On a le devoir que de penser aux générations futures. Auparavant, les anciennes générations pensaient déjà, lorsqu'elles exploitaient des terres, à la manière dont elles allaient les partager pour que les enfants puissent les faire fructifier. Mais si nous, on vend notre terre, si on la bétonne, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Là, cette plage, c'est la plage où allaient nos grands-parents. Mais tu ne peux plus y aller parce qu'on a vendu et ils ont construit un hôtel. Moi, mon grand-père était berger, il n'était pas riche agriculteur, il était berger. Donc moi, lorsque M. Bélanger s'installe, que M. Dzouri ou M. Budzou au fond de la vigne, voilà, ça a une résonance et il est hors de question pour moi
voilà, qu'on lâche ça. Bonifacio est en train de se retrouver dans un passé, mais un avenir agricole. Il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas opposer les uns et les autres. Au contraire, c'est complémentaire. Un agriculteur qui va faire de la vigne aura peut-être 1 ou 2 employés. Et ces 1 ou 2 employés, il faut aussi qu'ils puissent habiter soit en ville, soit dans la campagne bonifacienne. Ce n'est pas un problème. Et après, on a notre patrimoine. Tout ça est mêlé. On est sur du moyen et du long terme. Il ne faut pas raisonner en court terme. Tout le monde veut avoir le dernier smartphone, la dernière voiture, et ils en oublient un petit peu que l'essentiel, il n'est pas là aussi. Il est à un moment donné, il faut... Dans une centaine d'années, quand nos gamins ils auront plus de terre pour se loger ou pour faire de l'agriculture, pour exercer leur métier, même d'artisan ou quoi, ça va devenir compliqué parce que on n'aura plus d'économie, on n'aura plus que des maisons avec des volets fermés et ça n'a aucun intérêt. Aucun. La vente directe, c'est le must quoi. Il y a de tout après. Voilà, en bio, on ne cherche pas à d'uniformiser le produit.